Bon après-midi tout le monde. Je ne vais pas très bien. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour faire la dernière après-midi, annoncer être votre MC d'après-midi à Entertain AI. Mon nom est Annie Mailloux. Je suis consultante en expérience de marque. Je suis aussi barista à mes heures. J'ai ouvert un resto sur la Rive-Nord dans les derniers mois, ce qui fait que je m'implique un peu moins dans Entertain AI, mais je suis super fière d'être ici aujourd'hui en tant que cofondatrice de Entertain AI. Oui. On a commencé ce projet-là il y a un petit peu plus de 3 ans. C'était beaucoup d'évangélisation, d'éducation. On se faisait regarder un peu bizarre, mais avec intérêt. Et un jour est arrivée la vague, le tsunami de l'IA générative. Et puis, tout d'un coup, on a pris vie sur plusieurs lèvres, dans plusieurs yeux. Parlant d'IA générative, je vous raconte une petite anecdote très cool. Je demande à une amie de venir faire un tour à Entertain AI. Elle dit « Comment ça, tu connais ça? » Parce qu'elle dit « J'ai demandé à ChatGPT dernièrement où je pourrais rencontrer des hommes intéressants et ils m'ont dit à Entertain AI Montréal. » J'ai trouvé ça vraiment le fun. Donc, et oui, je disais... il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur cette scène. Il va encore avoir des sujets vraiment intéressants. Je ne vais pas vous faire mon parcours professionnel, ce qui m'amène là, mais je vais vous dire qu'au cours de mon parcours, j'ai 2 choses extraordinaires que j'ai retenues et qui m'ont motivée et qui me motivent toujours à avancer. J'ai appris un jour, et là c'est là que je vais plugger que j'ai fait une formation au MIT, qu'il y a une différence entre la créativité et l'innovation. La créativité, c'est avoir des idées, c'est penser à des choses inusitées. L'innovation, c'est de les mettre en action, c'est de les faire vivre, c'est de les réaliser. Alors, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des budgets d'innovation et tout ça, puis qui se sentent fiers, mais qu'en fait, ce qu'ils font, c'est de la mise à niveau, puis ce n'est pas de la vraie innovation. Quand on parle d'innovation, bien là, on parle de choses inconnues, donc on a peur. Et beaucoup de peur. Fait que là, c'est là qu'il faut engendrer le courage. Ça prend beaucoup de courage, ça, je pourrais vous en reparler. Mais il y a une amie à moi qui est spécialiste en courage managérial, puis qui a une super belle définition du courage. Elle dit que c'est la peur en action. Alors, voilà, c'est les deux... choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui qui sont des sources de motivation pour moi et que j'espère le seront aussi pour vous. Donc, sans plus tarder, je vous présente le premier speaker cet après-midi, notre premier conférencier, qui est entrepreneur, écrivain, conférencier et philo-poète expert de l'IA. Je vous demande d'applaudir et M. Flavien Chevret. Où es-tu, Flavien? Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien mangé. C'est génial, j'ai le moment de digestion. Même si je raconte n'importe quoi, de toute façon, vous allez faire un somme et ça ne sera pas bien grave. Alors, j'ai eu un dilemme. Donc, tout à l'heure, quand je suis arrivé à l'événement ce matin, j'avais prévu en effet de vous parler donc, des agents IA. Un agent IA, en gros, vous avez des assistants IA aujourd'hui, genre ChatGPT, Midjourney, c'est des IA à qui vous posez une question, elles vous répondent. Elles vous répondent du texte, elles vous répondent d'une image. Bon, c'est une espèce de dialogue qui a qu'une dimension temporelle très limitée. L'IA ne fait que répondre. Un agent, l'idée, c'est très simple, c'est de lui donner la logique temporelle. On donne à une IA du temps. Et l'IA, grâce à ce temps-là, peut réaliser énormément de choses et aller beaucoup plus loin. En effet, si je vous demande de résoudre un problème très complexe, si je vous donne 1 minute et 1 an, ça ne va pas être la même chose. Et si je vous dis de le faire sans aucune méthode et avec beaucoup d'éléments de méthode, ça ne va pas être la même chose. Donc pour les IA, c'est pareil. Après avoir un moteur d'intelligence capable de répondre, on a eu envie de faire des agents, c'est-à-dire d'architecturer des logiciels dans lesquels il y a de l'IA et qui permettent à l'IA de travailler toute seule en autonomie. Et je suis un geek.
Donc quand j'ai commencé à découvrir le potentiel des IA, j'ai commencé à essayer de créer des agents, à coder des agents. Et comme j'adore la question de la créativité, c'était le sujet de mon premier livre, j'ai commencé à essayer de modéliser les processus créatifs dans des agents, de faire des agents autonomes, capables de créativité. Évidemment, ça pose des grosses questions, puisque l'événement est d'une certaine façon organisé autour de la collaboration humain-machine. Et c'est un discours très fort dans le monde créatif de se dire que on a ce dialogue humain-machine qui est très important. Et donc moi j'ai beaucoup travaillé sur la créativité artificielle. Est-ce qu'une machine peut être créative par elle-même? Qui est en fait une question qui se ramène à l'humain et qui a un effet miroir magnifique. Et puis je suis arrivé ce matin, j'ai vu toutes les conférences, j'ai trouvé qu'il y avait un super niveau, de très haut niveau en termes de cas d'usage, d'exemples, de technologie. Et je me suis dit, merde, si je montre comment construire des agents, que j'explique comment on fait des agents, je monte mes recherches sur les agents créatifs, ça va aller dans le même sens, et ça ne sera peut-être pas aussi bien. Mais ça va aller dans le même sens de montrer des choses opérationnelles. Et donc je me suis retrouvé assis dans le couloir à complètement changer ma conférence. Donc je ne vais pas vous parler d'agents. Donc voilà ma vraie conférence. Hop, j'allume la zapette déjà. Alors évidemment, je suis un peu taquin. J'espère que Stéphane, un des organisateurs qui m'a invité à venir, ne va pas m'en vouloir, puisque l'événement s'appelle « À échelle humaine », et du coup j'ai appelé cette conférence « À échelle inhumaine ». Et je vais vous parler de ce qu'il y a après les agents. Les agents, c'est le gros truc de 2025, hein. Tout le monde parle de ça, et il y a évidemment des enjeux énormes, et j'adorerais vous parler d'agents. Mais je vais vous parler d'autre chose. Alors, pour vous parler de cette autre chose, je vais commencer avec un cas que vous connaissez peut-être. Il y a des chances que vous en ayez entendu parler. Ce n'est pas non plus ce qu'il y a sur la slide, hein. Plein de cohérence, vous voyez. Mais il y a quand même un lien. Vous avez sûrement entendu parler d'AlphaGo, un système d'IA qui, en 2016, a battu le meilleur joueur de Go au monde, Lee Sedol. Donc le Go, ce n'est pas les échecs, mais on va dire que c'est un jeu de plateau qui ressemble un petit peu, mais qui est beaucoup, beaucoup plus complexe en termes de possibilités. Et on ne s'attendait pas du tout à ce que des systèmes d'IA soient capables de jouer au Go, parce que le Go, si vous jouez au Go, vous le savez, requiert une certaine intuition, une esthétique du jeu. On sent le plateau. Ce n'est pas comme les échecs où la brutalité calculatoire suffit. Le Go, il y a vraiment une notion de créativité très fine qu'on ressent quand on joue. Il y en a aussi aux échecs, hein, mais je veux pas... Voilà. Et donc, en 2016, AlphaGo, un système d'IA conçu par la société DeepMind, donc de Google, une start-up dédiée à l'IA, un labo d'IA, bat Lee Sedol au Go. Et je voudrais juste vous montrer deux petits extraits, parce que donc c'est un tournoi en 5 parties qui a été joué, et pendant le deuxième tournoi, il y a un moment absolument incroyable, pendant la deuxième partie. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est pas que l'IA ait gagné au Go, c'est quelque chose de beaucoup plus ponctuel dans le temps. C'est juste un coup que l'IA a joué, le 37e coup de la deuxième partie. C'est le moment le plus important, je pense, de toute l'histoire des jeux. Ouais, je suis un peu dans les superlatifs. Mais comme je vais vous parler de super intelligence, hein, ça fonctionne. Alors, on est à cette deuxième partie. Une partie de Go, c'est très long, ça peut durer des fois plusieurs heures, 5, 6 heures. Et donc, les joueurs ont le droit de sortir fumer pendant la partie. Ils sont dans une salle un petit peu, une cour un petit peu séparée. Ils peuvent fumer une clope s'ils ont besoin de se détendre. Et alors, l'IA ne va pas aller fumer, hein, mais Lee Sedol, le grand joueur de Go, lui, à un moment, va fumer. Il pose le 36e coup et il sort fumer. Et pendant qu'il sort fumer, l'IA pose le 37e coup. Et là, je vais vous montrer deux extraits courts. Un, c'est les commentateurs quand ils découvrent le coup de l'IA. Et un autre, c'est quand Lee Sedol revient dans la salle. Alors, voilà les commentateurs. Donc, ça, c'est le 36e coup, le blanc, celui de Lee Sedol. Et là, AlphaGo vient de poser, ici, le 37e coup. Le commentateur, là, qui est le meilleur joueur occidental de Go au monde, découvre le coup et il bug complètement. Il le pose, il le change d'endroit, il le remet. That's a very surprising move. That's a very surprising move. That was a mistake. Et ça m'intéresse. Là, les commentateurs pensent que c'est une erreur, typique en créativité. Maintenant, le grand maître qui arrive dans la salle. Lee Sedol, considéré comme un des joueurs les plus créatifs de sa génération. Ah, déjà ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il sourit, narquois, il pense qu'il a gagné la partie. L'IA a trop mal joué, c'est bon. Un coup, ça tue, à ce niveau-là. Et puis, là, ça y est, il voit.
알파고는 기실은 뭐 확률적 계산을 하고 그냥 이기기 위한 그런 머신에 불과하다고 생각을 했었는데 그 수를 보는 순간 아니구나. 충분히 알파고도 창의적이다. Ok. Et là, je vais m'arrêter évidemment là-dessus. Surely, AlphaGo is creative. Alors, c'est un moment qui est absolument majeur dans notre histoire, je crois. Et avant d'essayer de vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi je pense que réellement, on peut parler d'une créativité de la machine dans ce cas-là, je vais passer par un petit détour. Un petit détour qui requiert de découvrir ces trois garçons. Peut-être que vous les avez déjà vus si vous êtes dans la tech. Celui de gauche, enfin de votre droite, il est très connu, c'est Geoffrey Hinton. Il fait le buzz depuis quelques années parce que les médias ont dit qu'il avait démissionné de Google pour alerter sur les dangers des superintelligences. Bon, il n'a pas démissionné, il est parti à la retraite. Mais bon, ça, c'est les médias qui aiment bien en mettre des tonnes. À côté, ici, vous avez Ilya Sutskever. À l'époque, c'est son étudiant, mais c'est devenu ensuite un garçon très important puisque c'est plus ou moins le cerveau technique derrière GPT. C'est lui qui a eu l'intuition du programme de recherche qui a mené à GPT, et c'est un des cofondateurs d'OpenAI. Et puis au milieu, vous avez Alex Krzyzewski, qui est un peu moins rentré dans l'histoire, mais qui est un ingénieur en intelligence artificielle, un chercheur très important. Pourquoi je vous montre cette photo? Ça date de 2012. En 2012, ces trois garçons publient un article de recherche qui s'appelle AlexNet, qui va être le papier le plus cité de toute l'histoire de l'IA. Qu'est-ce qu'ils font dans ce papier? Ils introduisent un algorithme et ils craquent le problème de la vision artificielle. Avant ça, on avait des algorithmes qui essayaient de repérer des éléments sur des images et ça ne marchait pas très bien. Et tout d'un coup, AlexNet fait beaucoup mieux. Et ensuite, AlexNet va inspirer les générations suivantes qui vont arriver en 2017 à mieux voir que l'humain. En 2017, un algorithme comprend mieux ce qu'il y a sur une image, repère mieux ce qu'il y a sur une image qu'un être humain. Qu'est-ce qui s'est passé avec AlexNet? Ce n'est pas de la bonne science. Ils n'ont pas trouvé un principe subtil extrêmement malin. Ils ont juste profité du développement de la puissance de calcul pour faire un réseau de neurones artificiels plus gros. C'est ce qu'on va appeler le deep learning. Vous avez sûrement déjà tous entendu ce terme. En 2012, ce qu'ils apportent comme idée dans la science, c'est ce qu'on va appeler la bitter lesson de l'IA, la leçon amère de l'IA. En IA, la meilleure façon d'améliorer les systèmes d'IA, c'est très souvent de passer à l'échelle, de faire plus gros. Et ce n'est pas de faire mieux, ce n'est pas de faire plus subtil. Ça fait chier les scientifiques. Les scientifiques, ils aimeraient quand même qu'on ait besoin d'avoir les belles idées. Et non, là, un ingénieur qui arrive à scaler, qui arrive à passer à l'échelle, fait mieux. C'est pas très joli, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on va appeler la bitter lesson, la leçon amère. Et cette leçon amère, elle va se répéter d'année en année. Et les transformers, c'est le T de GPT, donc les transformers, c'est l'architecture logicielle qui a, on va dire, emmené le monde dans la révolution des IA dites génératives. C'est aussi une architecture logicielle qui permet de passer à l'échelle massivement et d'entraîner les IA sur énormément plus de données pour qu'elles deviennent généralistes. Ce qu'on appelle les modèles de fondation. Donc, 2012, révolution du deep learning, passage à l'échelle. 2017, révolution des transformers et des IA génératives, passage à l'échelle. Ce n'est pas de la belle science, c'est du passage à l'échelle. On fait plus gros, on nourrit avec plus de données. Ilya Sutskever, le garçon qui est là, il a une belle phrase pour dire ça. Il dit « Regarde, les modèles, les IA, ils ne demandent qu'à apprendre. Tu dois comprendre ça. Les modèles, ils ne demandent qu'à apprendre. Les réseaux de neurones artificiels, ça marche. Ça modélise n'importe quoi, il suffit de les faire grossir et de leur donner plus à manger. Ils le mangeront et ils apprendront. » Ce n'était pas du tout évident, mais c'est une nouvelle très fondamentale. C'est une nouvelle tellement fondamentale que c'est devenu un domaine de recherche à part entière dans l'IA qu'on appelle les scaling laws, les lois d'échelle. Vous connaissez la loi de Moore qui dit que tous les 18 mois, la puissance de calcul est multipliée par 2. C'est une loi empirique, on regarde le passé, on voit qu'il y a une régularité et puis ça permet de projeter l'avenir et de se dire « Ok, où va l'industrie de l'informatique grâce à la puissance de calcul ?» Les scaling laws, c'est un peu l'équivalent en IA. On regarde l'augmentation de la puissance de calcul qu'on utilise pour les systèmes d'IA, du nombre de données qui servent à les entraîner, de la taille des réseaux de neurones, et on met tout ça en lien avec la performance du système. Et on voit qu'on arrive à tracer une courbe très régulière dans le temps. Plusieurs courbes même, c'est pour ça qu'on parle des scaling laws, mais on les intègre toutes. Alors je vous la mets pour le plaisir des yeux, mais on est entre créatifs, peut-être que ce n'est pas ce qui va nous faire le plus plaisir, mais les maths, c'est aussi de la créativité, donc je vous ai mis l'équation des scaling laws. Voilà, vous l'aurez vu, c'est juste pour le plaisir des yeux. Je prends un petit peu de temps, voilà. Cette belle image, peut-être que c'était la seule équation du jour. Alors. Donc, les scaling laws, ce qui est génial, c'est que donc, ça représente le passé, c'est des lois empiriques, potentiellement l'avenir sera différent, mais
elles se sont confirmées sur un passage à l'échelle en puissance de calcul effective de 1 million de milliards. C'est beaucoup d'ordre de grandeur. Donc, d'une certaine façon, on peut parier sur le fait qu'elle continue, qu'en continuant à mettre plus de puissance de calcul dans des systèmes plus gros avec plus de données, et avec quelques petites améliorations logicielles, algorithmiques qui permettent des passages à l'échelle et permettent de faire ça de mieux en mieux, elle continue. Et donc, d'une certaine façon, c'est la boule de cristal du domaine de l'IA, on continue les courbes et on voit où ça nous mène. Alors ça, on l'a vu. Alors voilà ce que nous disent les lois d'échelle si on les prend au sérieux. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais ça donne un outil de prospective qui nous permet d'anticiper une partie de ce qui peut se passer. En 2023, on a GPT-4 qui arrive et qui, d'une certaine façon, si on l'utilise bien, a à peu près le niveau d'un étudiant universitaire. Il est capable de répondre aux mêmes questions qu'un étudiant universitaire. Alors, ce n'est pas la même intelligence qu'un être humain, mais il y a un certain nombre de tests qu'on peut faire et on arrive à peu près des niveaux d'intelligence équivalents entre un étudiant universitaire et un humain. Ce n'est pas la même intelligence. On pourrait débattre du mot intelligence. Je vais l'utiliser d'un point de vue purement pragmatique, être capable de réaliser les mêmes tâches cognitives. Pas forcément de la même façon, pas forcément avec la même subtilité, etc. L'intelligence artificielle, c'est comme les avions. On ne fait pas des avions qui battent des ailes, on fait des avions qui volent en consommant beaucoup plus qu'un oiseau, mais qui sont plus efficaces pour nos besoins. On est en train de faire de l'intelligence artificielle très différente des cerveaux humains, on brute force l'intelligence, mais ça produit des résultats qui sont ceux de l'intelligence. Donc on va rester pragmatique. En 2023, GPT-4 est du temps universitaire. Les Scaling Law nous disaient qu'en 2025, on aurait à peu près un niveau doctorant cette année. Alors, O1 de OpenAI est sorti en décembre sa version complète et atteignait à peu près le niveau doctorant. Et en janvier est sorti O3 qui atteint dans un certain nombre de domaines le niveau docteur. Alors, docteur en français, c'est FIDI. Je crois qu'ici vous dites plutôt FIDI. Donc, c'est le niveau maximal qu'on peut avoir d'un point de vue universitaire. Et en effet, O3 se classe dans les 3% de meilleurs codeurs du monde. Pas pour architecturer un projet de code, mais pour coder par rapport à un problème défini, ça fait partie des 3% de meilleurs codeurs. De la même façon, vous prenez O3, vous mettez justement la bonne architecture agentique, vous avez un système qui est capable de modéliser la recherche scientifique de façon très efficace, qui est capable de faire de la traduction dans 35 langues. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de le faire, même des docteurs en linguistique. Donc, dans plein de domaines, ce qu'on attendait pour 2025, fin 2025, est arrivé encore plus vite que prévu. Bon, si on regarde un cran de plus, qu'est-ce que ça donne? Les scaling laws, en gros, si on les prend au sérieux, elles nous disent que le niveau de vu que l'augmentation de la puissance de calcul, du nombre de données et de l'augmentation de la taille des réseaux de neurones qu'on est en train d'opérer, en 2027, il faut s'attendre à avoir un niveau de performance qui est celui, dans un système d'IA, des meilleurs experts de chaque domaine. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'AGI ou l'intelligence artificielle générale, une IA qui est capable de réaliser à peu près toutes les tâches cognitives qu'un humain peut réaliser. Ça paraît extrêmement proche. Aujourd'hui, les prédictions de l'industrie se sont rapprochées en 2026, voire même pour certains fin 2025. C'est DeepSeek qui a été important là-dedans, j'en reparlerai un tout petit peu après. Pas pour les raisons d'effondrement de la bourse, mais voilà, pour d'autres raisons dont je parlerai après. En tout cas, il est tout à fait crédible, il n'y a pas d'obstacle fort à ce qu'en 2027, on ait des systèmes d'intelligence artificielle qui aient les mêmes capacités, qui soient capables de réaliser les mêmes choses que des êtres humains. Je crois qu'il faut prendre conscience de ça. Il y a une bien-pensance, en tout cas en France beaucoup, je viens de France, personne ne veut parler d'intelligence artificielle générale ou de super-intelligence parce que ça fait peur aux gens. Mais ce n'est pas une raison. Il faut prendre le taureau par les cornes. On parlait de courage tout à l'heure, je pense que l'humanité est face à un moment vertigineux, il va falloir avoir le courage de prendre ce taureau par les cornes. On est devant des systèmes qui vont infliger une blessure narcissique violente à l'humanité. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Parce qu'on peut se dire, les IA apprennent sur les données humaines. Donc elles peuvent arriver au meilleur niveau des humains, peut-être faire des choses même que les humains ne peuvent pas faire, comme traduire en 50 langues, mais elles ne pourraient pas aller au-delà du niveau de l'intelligence de l'humanité réunie. Puisqu'elles apprennent sur les données humaines, elles sont limitées à ces données-là. C'est aussi de la bien-pensance. Les IA n'apprennent pas du tout que sur les données humaines. Et c'est là où je reboucle sur la question de la créativité.
si on veut que les IA aillent au-delà des données humaines, il faut s'attendre à ce qu'elles soient capables d'une forme de créativité. Il faut qu'elles soient capables d'aller au-delà de ce sur quoi elles ont appris en imitant l'humain. D'une certaine façon, pour aller au-delà, il faut être créatif, il faut trouver des nouvelles voies. C'est une conséquence ou une cause de la créativité, selon comment on veut voir les choses. Donc la question qui se pose quand on pense à ce qu'il y a au-delà de l'AGI, c'est la question de la créativité de la machine elle-même, et pas de l'humain qui utilise la machine. Et c'est un sujet aujourd'hui, encore une fois, de société à ouvrir. Je reviens sur AlphaGo. Qu'est-ce qui s'est passé avec AlphaGo ? AlphaGo a d'abord été entraîné sur toutes les parties, ou des millions de parties de grands maîtres, pour qu'il atteigne le niveau des meilleurs humains, le niveau AGI, mais ce n'est pas une AGI parce qu'elle n'est pas généraliste, elle ne fait que jouer au Go, mais le niveau des meilleurs humains au Go. Si elle avait fait que ça, elle n'aurait peut-être pas battu Lee Sedol parce qu'elle n'aurait jamais fait ce 37e coup, qui est complètement différent de toutes les stratégies qu'on connaissait, qui est complètement unique, complètement nouveau, et qu'aucun grand maître n'avait jamais joué, qui était même considéré comme plutôt un mauvais coup, parce qu'on n'avait pas vu les stratégies qui pouvaient aller avec. Donc, avec AlphaGo, ils ont opéré un deuxième entraînement. Une fois qu'elle est entraînée sur toutes le mieux de l'humanité, l'IA va jouer contre elle-même des millions de parties. Je crois que dans les panels avant, on en a un peu parlé, ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement. Ça simule, si vous voulez, une curiosité insatiable. J'essaye tout ce qui est possible, et comme je suis une IA et que je peux le faire très rapidement, ça me permet d'explorer le réel très 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 vite. Et quand on pense à la façon dont un enfant apprend, il apprend de deux façons. Il apprend par imitation en regardant ce que ses parents font en faisant la même chose, et puis il apprend par curiosité, il met sa main au feu une fois, deux fois, et puis il a compris que ça brûlait, il le fait plus. Et l'apprentissage par imitation nous permet d'être adapté au monde dans lequel on vit et de faire comme les autres. Et c'est très utile parce que pour que les civilisations avancent, on s'appuie sur ce qu'il y a eu avant et on évite de réinventer la roue à chaque époque. Mais ce qui fait que les gens sont créatifs, c'est ce qu'ils apprennent par curiosité. C'est ce qui les singularise, c'est ce qui leur donne une personnalité unique. Et on a tous ces singularités. Mais quand on est créatif, on les exprime et on travaille avec ces singularités-là. De la même façon, les systèmes d'IA apprennent certes par imitation à partir des données humaines. En effet, quand le premier apprentissage d'un GPT, c'est l'entrée sur tout le texte d'Internet, donc apprendre à partir des données humaines. Mais l'apprentissage par renforcement, c'est cette autre voie, c'est un apprentissage par curiosité, je préfère dire ça pour l'analogie, et ça permet au système d'IA de découvrir au-delà de ce que l'humanité savait. C'est pour ça qu'AlphaGo a pu jouer un 37e coup que jamais un humain n'avait joué, qui ne correspondait pas du tout à l'orthodoxie du jeu de Go. Alors ils sont allés plus loin, DeepMind, ils ont fait AlphaZero quelques mois plus tard. C'est pour 0 données humaines. Ils n'ont donné aucune partie de grand maître et ils ont demandé au système d'IA, sans même lui donner les règles du jeu, de jouer au jeu de Go. Et quand il faisait des coups qui marchaient mieux, qui l'amenaient plus vers la victoire, il était récompensé et sinon il était puni. Et il a joué des millions de parties contre lui-même, comme ça, et il est devenu le meilleur joueur de Go. Il a écrasé AlphaGo 100 parties à 0. Et il n'a pas du tout appris à jouer comme les humains. Il réinvente complètement la façon de jouer du Go, et aujourd'hui, les livres de Go sont remplis des coups que propose AlphaZero, et ça a complètement renouvelé notre façon de jouer au Go. Avec les millénaires de Go qu'on avait, on s'était enfermé sur une montagne, comme on s'appuyait sur les parties des grands maîtres pour devenir un grand maître. Quand on était grand maître, ensuite on faisait que affiner sur les bords le maximum local sur lequel on était, la montagne sur laquelle on était. AlphaZero, grâce à sa capacité à explorer extrêmement rapidement le champ des possibles, a pu trouver des montagnes qui allaient plus haut, des meilleures montagnes que l'humanité aurait peut-être jamais trouvées. Cet apprentissage par renforcement, il est au cœur des développements actuels. ChatGPT, en tant qu'assistant, c'est le Moyen-Âge de l'IA. C'est la caractéristique de ce domaine qui avance à une vitesse, encore une fois, un peu inhumaine. Mais le fait qu'une IA apprenne que sur les données humaines et qu'une IA fasse que répondre, c'est le Moyen-Âge de l'IA par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Vous savez qu'on est entré depuis quelques mois dans les IA qui raisonnent, qui produisent des chaînes de raisonnement. Et DeepSeek, ce qui a fait le succès de DeepSeek, c'est qu'ils ont appliqué l'apprentissage par renforcement au raisonnement. Au lieu que l'IA apprenne à raisonner à partir de plein d'exemples de raisonnement humain, l'IA a appris à raisonner en essayant de raisonner par elle-même, en produisant des possibilités de raisonnement dans tous les sens et en étant punie ou récompensée pour qu'elle raisonne, pour qu'elle apprenne à trouver des patterns de raisonnement qui l'amènent à trouver des bonnes réponses. Et c'est assez incroyable, c'est ce qu'on trouve dans le papier de recherche, l'IA fait émerger des patterns de raisonnement
Alors, soit des patterns de raisonnement très humains, le fait que quand on est dans une impasse, on revient en arrière, on part ailleurs, le fait que quand on est confronté à un paradoxe, on essaye de passer au niveau supérieur, de synthétiser ce paradoxe dans quelque chose de plus large, etc. Plein de patterns de raisonnement comme ça que l'humain a intégré et que l'IA a redécouvert. Mais du coup, elle raisonne d'une façon, parfois, qui est différente de celle de l'humain. Donc, c'est l'application de cette logique d'apprentissage par elle-même au raisonnement. C'est ça qui fait que DeepSeek, c'est un moment important et que toute l'industrie est en train de s'en inspirer. Ce n'est pas tant la réduction de la puissance de calcul, ça rapproche encore l'horizon des superintelligences parce qu'on va pouvoir faire beaucoup plus avec autant de puissance de calcul. On ne va pas faire pareil avec moins de puissance de calcul, on va faire beaucoup plus avec la même puissance de calcul, voire encore plus avec plus de puissance de calcul. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'application de l'apprentissage par renforcement à la capacité à raisonner. Alors avec AlphaGo, on avait déjà une super intelligence qui dépasse tous les humains, mais une super intelligence restreinte. Elle s'applique à un domaine. Et ça, c'est assez incroyable avec le Go, mais d'une certaine façon, une calculatrice est une super intelligence pour le calcul mental. Aucun humain ne calcule aussi vite et aussi bien qu'une calculatrice. Donc ça ne donne pas des frissons quand on dit ça. Mais en effet, depuis ChatGPT, on a quand même ouvert l'ère des IA beaucoup plus généralistes, capables d'énormément de choses, qui ne sont pas dédiées à une seule tâche. Et quand on met l'apprentissage par renforcement sur leur capacité à raisonner dans l'espace général dans lequel elles travaillent, tout d'un coup, on commence à avoir un feeling de super intelligence. Si on regarde les scaling laws nous disent que la performance des systèmes d'IA est censée dépasser largement tous les experts humains, un peu après 2027, puisque en fait, le stade de l'intelligence artificielle générale, ça nous fait un petit peu, ça nous fait, on va dire, frissonner, parce qu'il y a quelque chose de symbolique, c'est le niveau de l'humain, mais pour le logiciel, il n'y a rien d'inscrit dans l'univers qui dise que le niveau d'intelligence humaine est un seuil. L'IA va se développer, passer ce seuil, disons, de façon continue. Et donc, très rapidement, derrière l'AGI, le vrai sujet, ce n'est pas l'AGI, ça c'est un sujet, on va dire, pour faire parler les médias. Le vrai sujet, c'est celui de l'ATI, les Artificial Super Intelligence. Et très clairement, aujourd'hui, on a tous les signaux pour dire qu'on est à l'aube de ces systèmes. Que ce n'est plus du tout de la science-fiction. Et que ce n'est pas pour dans 30 ans. On n'a pas besoin d'informatique quantique pour y aller. On n'a pas besoin de nouveaux paradigmes complets. Évidemment, il va y avoir des nouveaux paradigmes dans l'intelligence artificielle qui vont amener des choses incroyables. Mais avec ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a déjà construit, et avec un passage à l'échelle qui est en train d'être opéré, vous avez sûrement vu que, pour faire là aussi les scaling laws sur la puissance de calcul, GPT-4 s'était entraîné sur un cluster qui faisait environ 60 mégawatts de puissance énergétique. Les systèmes qui sortent en ce moment sont entraînés, par exemple Grok 3, sur environ 200-250 mégawatts, le cluster Colossus. Et en ce moment, Meta est en train de construire son cluster à 2 gigawatts. Il y a le projet Stargate qui a pour objectif de construire suffisamment de puissance de calcul pour avoir en gros une puissance énergétique de 20 gigawatts dans de la construction d'IA. Donc on voit que une grosse partie de l'industrie du monde est en train de se polariser pour avoir la puissance de calcul nécessaire à faire émerger ces objets-là. Parce qu'on a la science depuis longtemps. Il suffisait de ce principe de la bitter lesson et de l'application de ce qu'on savait, par exemple l'apprentissage par renforcement, aux systèmes qui sortent de ces énormes clusters. Donc, ça, je pense que voilà, il y a un shift en ce moment. On a beaucoup de labos d'IA, par exemple OpenAI, qui a dit qu'ils s'intéressaient, au début, leur mission c'était de créer de l'intelligence artificielle générale. Ils ont dit qu'ils s'y intéressaient plus parce que pour eux c'était plié et que maintenant ils se dédiaient à la super intelligence. C'est vraiment, Sam Altman a dit ça texto, et il y a de plus en plus de labos qui convergent vers ça. Il y a Safe Super Intelligence qui a été créé par Ilya Sutskever, donc le cofondateur dont je parlais tout à l'heure, qui est parti pour créer des super-intelligences sécures, parce qu'évidemment, ça pose des grandes questions, mais ce n'est plus du tout un horizon temporel lointain. Alors, j'ai parlé un petit peu de la créativité comme le moment qui nous fait basculer, quand on comprend que les systèmes d'IA peuvent se développer au-delà de ce que l'humain sait, qu'ils peuvent créer, qu'ils peuvent trouver au-delà de ce que l'humain sait. On rentre dans le domaine des superintelligences, et bien sûr, ça a des énormes conséquences sur la créativité humaine.
Alors, je vais parler de deux domaines paradigmatiques, de domaines très importants de la créativité humaine. Le premier, c'est la science. Et en science, la superintelligence, c'est un phénomène de disruption de la science. C'est le moment où les systèmes d'intelligence artificielle sont meilleurs que les humains pour faire des découvertes scientifiques. Alors, je vous donne quelques exemples, hein, parce que c'est déjà en train d'arriver. Vous avez l'approche de AlphaGo qui a été appliquée, par exemple, à AlphaDev, qui est un système d'IA qui a trouvé des nouveaux algorithmes très fondamentaux pour trier des nombres dans un ordinateur, donc qui est appliqué à la science des algorithmes. Et c'est des algorithmes très très fondamentaux. Il y a des générations d'informaticiens qui avaient essayé de les optimiser et on pensait qu'on avait le meilleur algorithme. Et c'est un système d'IA qui a trouvé un algorithme encore meilleur, qui a découvert un nouvel algorithme. Vous avez GNOME, l'année dernière, qui est un système d'IA qui a trouvé des nouveaux matériaux avec des propriétés spécifiques. Et alors là, c'est marrant parce qu'il a été entraîné sur un certain nombre de matériaux et ensuite, avec de l'apprentissage par renforcement, il a exploré les possibilités nouvelles que des matériaux pouvaient avoir et il a proposé, dans l'humanité en ce moment, notre civilisation est basée sur environ 45 000 matériaux synthétisables utiles. L'IA en a proposé 2 millions, dont 600 000 synthétisables utiles. Et à chaque fois, elle a proposé les modalités de construction de ce matériau. Et donc, à côté de GNOME, le MIT a construit un laboratoire autonome pour synthétiser ces matériaux, les tester, vérifier, etc. C'est l'équivalent de 800 ans de recherche humaine que l'IA a fourni. Il y a, vous savez, à un moment, on a eu le télescope qui nous a permis de voir l'infiniment grand. On a eu le microscope qui nous a permis de voir l'infiniment petit. Et à chaque fois, voir plus loin ou voir plus petit nous a ouvert des renaissances scientifiques complètes. L'intelligence artificielle, pour la science, c'est un espèce de diposcope. Ça nous permet de voir l'infiniment complexe. Et donc, pour les sciences du vivant, pour les sciences très complexes des matériaux, pour les sciences où il y a de l'interaction très, très poussée, c'est notre nouveau télescope. Alors, c'est un télescope étrange parce que ces sciences de la complexité, si on est peu capable de les traiter nous-mêmes, c'est parce que le cerveau humain n'est pas bon pour la complexité. Il fonctionne de façon plutôt linéaire et on a du mal à traiter la complexité. Donc quand une IA nous apporte énormément de résultats sur la complexité, parfois on ne les comprend pas. C'est un gros problème, le problème de la boîte noire. L'IA nous apporte une connaissance parfois sans compréhension. Donc il y a des enjeux épistémologiques, des enjeux fondamentaux de la science très très importants. Mais il y a des grandes chances que dans les prochaines années, la science en général vive une accélération drastique grâce à ces systèmes-là. Et un des enjeux, c'est bien sûr, beaucoup de labos travaillent maintenant là-dessus, c'est que des IA travaillent sur la science de l'IA, pour avoir ce qu'on appelle l'amélioration récursive autonome, un décollage de l'intelligence des systèmes d'IA qui peuvent s'améliorer eux-mêmes, ce qui n'est plus du tout de la science-fiction non plus. Deuxième élément, ça c'est pour la science. Alors pour la science, ça a des chances de très très bien marcher. Deuxième chose, on peut se demander, puisqu'on est ici dans des industries créatives très orientées sur l'art, est-ce que l'IA va disrupter l'art du coup, si elle disrupte la science? Et là, je pense que la réponse est non. L'art n'est pas comme la science. La science, c'est des critères externes de vérité qui nous permettent de valider notre créativité. Est-ce que notre grande hypothèse, elle correspond à ce que la nature nous dit? Ce que les expériences sur la nature nous disent. Donc là, l'IA peut explorer le réel, ce qu'il y a au-delà de l'humanité, et nous ramener des nouvelles choses. L'art, c'est une construction intra-humaine. Ça fait partie de l'humanité. Sans humanité, il n'y a pas d'art. Enfin, peut-être sur d'autres planètes, voilà, etc., j'en sais rien, mais en tout cas, dans ce qu'on sait, sans humanité, il n'y a pas d'art. Et donc, d'une certaine façon, l'IA n'a pas de champ d'exploration au-delà de ce que l'humanité a produit. Alors, ça amène des choses intéressantes. En effet, l'IA peut nous amener à découvrir des interpolations à travers l'art humain. C'est ce qu'a fait Microsoft en 2016 en faisant The Next Rembrandt, entraînant une IA sur tous les tableaux de Rembrandt pour qu'elle puisse générer des nouveaux Rembrandt, pour voir ce que Rembrandt aurait pu peindre. On peut faire ça un peu à grande échelle. Mais il y a très peu de chances que l'IA puisse nous permettre de découvrir des nouvelles choses à l'art. Ou alors, elle va construire son propre art un jour, pourquoi pas, c'est aussi une idée à explorer. Mais qu'est-ce que ça voudra dire? Est-ce qu'on sera capable de le reconnaître? J'en sais rien. De plus, à court terme, moyen terme même, il y a un élément très important dans l'art, c'est que l'art ne nous révèle pas le réel, il nous révèle l'humain. L'œuvre d'art, elle n'est pas là pour sa valeur fonctionnelle, elle est là pour sa valeur communicationnelle. Si j'écris un poème avec une IA, que je vous le montre, vous le trouvez magnifique, et que je vous dis que c'est une IA, la beauté tombe à plat. Il manque d'un créateur derrière la création.
l'objet créatif, surtout artistique, révèle quelque chose de l'authenticité de l'humain qui est derrière. Et donc, en ça, je crois que l'intelligence artificielle tombe un peu à plat. Si elle essaye de créer de l'art, il manque derrière une sensibilité qui nous ressemble, qui permet de connecter, et l'œuvre d'art n'a plus vraiment de rôle. La beauté devient même une trahison. Ah, c'est beau, mais j'aimerais pas que ça soit beau, ça m'emmerde que ça soit beau. Vous avez peut-être déjà ressenti ça. Et enfin, pour terminer, pour cette partie sur l'art, je pense qu'on est face à 5 années complètement vertigineuses, évidemment par ce qui se passe en géopolitique dans notre monde, mais aussi par ce développement technologique dans les 5 prochaines années. On est en train là de voir émerger des systèmes super intelligents. Et ils vont émerger dans le contexte géopolitique qui est le nôtre, qui est un contexte quand même, j'aurais préféré qu'elles émergent dans un contexte un tout petit peu plus pacifique. Donc, je pense qu'il y a un enjeu pour les créatifs, un enjeu, une mission, de donner une valeur spirituelle à ce qui est en train de se passer. L'art a un rôle majeur à jouer dans cette transition de l'humanité qui va complètement être bouleversée par l'arrivée des superintelligences. Et on peut traiter ça par l'intellectuel, par la science, par la techno, voire par la philosophie. Mais l'humanité ne s'en sortira pas si elle ne traite pas ça par la dimension spirituelle. Donc là, c'est presque un appel à tous les créatifs qui sont dans cette salle. Prenez ce sujet au sérieux. Voyez comment vous pouvez lui donner une sensibilité, le poétiser et le raconter d'une façon poétique pour qu'on ait une chance de le faire émerger de façon poétique. Merci beaucoup.